Salut à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça n'a pas tardé, hein. Comme vous savez, je suis en train de lire les livres de Seth. Seth parle, j'ai commencé par Seth parle. Je pensais que c'était le premier, mais en fait non, visiblement c'est pas le premier. Avant, il y a le matériau de Seth. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière petite vidéo où j'explique que je suis en train de lire les livres de Seth et en même temps le contact Ra. Je vous avais dit que c'était des livres absolument incroyables avec une connaissance en termes de vérité existentielle qui est absolument incroyable. Donc je vous avais dit donc du coup je vous ferai des retours au fur et à mesure des révélations qui me seraient faites. Du coup, on va commencer par du costaud. Qui va chambouler, je pense, pas mal de choses. Alors, ça va vous demander une très grande ouverture d'esprit. C'est sûr que si vous tombez pour la première fois sur mes vidéos et que vous êtes au tout début de votre réveil et que vous commencez tout juste à entendre parler de choses que la société ne vous a pas enseignées, dans le domaine de la spiritualité, on va dire, sur les vérités, on va dire, universelles, eh bien, ça va un peu vous chambouler ce que je vais vous expliquer. Donc, encore une fois, moi, je ne prêche pas la bonne parole, je ne vous demande pas de croire tout ce que je dis, parce que vous verrez, je vais faire d'autres vidéos à ce propos où je vais rectifier certaines choses que j'ai dites par le passé. Mais ça ne me pose pas vraiment problème en fait, vous voyez, de me tromper parce que ça fait partie du jeu, vous voyez, ça fait partie du jeu. On est chacun de nous un chercheur de vérité, voilà, on est tous des chercheurs de vérité. En tout cas, à un moment donné, ça devient une évidence, on se découvre chercheur de vérité, mais dans le fond, on est tous des chercheurs de vérité. Et sur ce chemin en fait de recherche, eh bien, on va croire à différentes choses, adhérer à différentes choses, et un jour, sur notre chemin, va nous être présentée une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle approche, un nouveau point de vue qui va alimenter, complémenter votre vision jusqu'à présent, ce qu'était votre vision jusqu'à présent. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Jean, qui m'a dit si vous réfléchissez avec le cœur, si vous pensez avec le cœur, vous ne vous trompez jamais. Et effectivement, il a tout à fait raison, c'est exactement comme ça que je pense, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu peur, moi, de me tromper, je n'ai jamais eu peur pardon, je dis des conneries, j'ai eu peur de faire des erreurs, comme tout le monde, on a peur d'échouer, on a peur de tout ça, mais dans le fond, je savais que c'était pas un problème d'échouer. Et j'ai jamais eu peur de dire que je me suis trompée. Désolée, je me suis trompée, c'est vrai. Je ne suis pas de mauvaise foi et j'admets très facilement quand je me trompe. Et ça peut surprendre parce que effectivement, je peux passer des fois d'une opinion à l'autre en un claquement de doigts. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de versatile ou de je ne sais pas quoi, ou d'instable. C'est juste qu'en fait, j'ai pas peur de réajuster ma vérité en fonction de ce qu'elle m'apporte au moment présent. Donc, pour vous dire que je vais, vous verrez, rectifier en tout cas, modifier une approche que j'avais sur certains domaines. Et pour certains, vous allez pouvoir me dire « Oh ben tu vois, tu t'es trompé » ou ci ou là. Bon, si vous voulez, je me suis trompée. Moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est venu alimenter un point de vue, qui fait qu'aujourd'hui, je vois les choses d'une manière plus large. Et ce qui fait que pour moi, je ne me suis pas trompée. J'avais besoin de croire en ça pour que sur ce chemin me soit amenée cette nouvelle version qui va enrichir cette croyance. Vous voyez ? Donc, même ce qu'on voit comme une erreur ou se tromper, c'est un enrichissement pour moi. Vous voyez ? Alors, on m'a fait remarquer que je disais souvent « vous voyez ». Vous voyez, vous voyez. Bon ben voilà. Je sais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de commenter ma façon d'être. Bon, voilà, bon, c'est comme ça, donc je vais dire souvent voyez, 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 voyez. Je dis aussi souvent d'accord, 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 d'accord. Bon.
Tout ça pour dire quoi? Je me suis un peu perdue dans ma réflexion. Tout ça pour vous dire que oui, voilà, là je suis de plus en plus dans ma recherche de vérité. Et je vous le répète, c'est ma vérité, pas dans le sens elle m'appartient et ce n'est pas la vôtre. Dans le sens, il y a autant de manières de percevoir, de comprendre et de voir le monde qu'il y a de conscience individuelle. Sur Terre, on va dire qu'il y a d'individus. Dans l'univers, on va dire qu'il y a de conscience individuelle. Et c'est là toute la magie de l'univers, et c'est ce que Seth nous explique aussi. Mais je vais y revenir. Mais là, pour résumer un peu ça, ne perdez plus votre temps à commenter les vérités des autres, à dire non, tu te trompes, moi je vois ça comme ça, parce que ci, parce que ça. Ne vous justifiez plus dans votre vérité ou n'essayez plus de dire à l'autre qu'il a tort. Parce que nous vivons dans une réalité multidimensionnelle. Et même si nous avons l'impression que nous vivons tous ensemble la même chose, nous vivons en fait des choses complètement différentes à des différents niveaux. Et là j'y viens donc aux nouveaux réveillés, on va dire, ou aux nouvelles personnes qui s'ouvrent à toute cette dimension de connaissance. Tout ce que je vais vous raconter jusqu'à présent, et ce que vous avez déjà pu entendre sortir de ma bouche, peut vous paraître de la science-fiction, et si c'est le cas, c'est juste, c'est comme ça, c'est bien pour vous, il n'y a pas de raison d'essayer de réfléchir autrement. Mais sachez qu'il n'y a aucune science-fiction. La science-fiction n'existe pas. La science-fiction, c'est ce que notre monde, notre société a inventé. Il a inventé le mot science-fiction, mais c'est simplement de la science. Mais comme c'est inexplicable par notre structure psychique, notre mental ne peut pas expliquer ce qu'elle n'arrive pas à expliquer, elle considère que c'est de la fiction. Et donc là sont nés les films de science-fiction, et on peut dire que certains sont complètement perchés, qui racontent des histoires rocambolesques, et des histoires qu'ils ont vécues et qui racontent, par exemple les extraterrestres, tout ça, et que certains disent c'est de la science-fiction, c'est n'importe quoi, il l'a imaginé tout ça. Ok, je ne vais pas vous dire le contraire. Je vais juste vous dire que c'est une vision terrienne. Et c'est une vision comme une autre, c'est une réalité comme une autre. Vous pouvez très bien vivre dans un monde qui considère que tout ce qui est inexplicable par le mental est de la science-fiction et donc n'existe pas. Ainsi, dans ce monde dans lequel vous choisissez de vivre, cela n'existera pas. Ou en tout cas, ça existera, mais uniquement dans l'imaginaire. Et ça n'aura aucun moyen de se matérialiser dans votre réalité. Et là, on en vient à ceux qui disent « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Très bien. Eh bien là, c'est une phrase plus limitative, plus limitante que ça n'existe pas. Puisque vous limitez votre perception du monde à ce que vous voyez avec vos yeux. Donc tout ce qui n'est pas perceptible par vos yeux ne peut pas exister. Et donc effectivement, ça n'existera pas dans votre société, dans votre réalité. Donc si vous attendez de voir pour croire, pour intégrer, vous ne verrez jamais, puisque vous partez du postulat que ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas croire en. Comprenez ? On partait du principe qu'on ne croit que ce qu'on voit. Donc on se limite, donc oui voilà, donc c'est ça, on se limite à uniquement ce qu'on voit. Si on s'autorise à croire en tout ce qu'on ne voit pas, là on lève le mur. Mais toutes les personnes qui disent ça
ne pourront jamais faire l'expérience de tout ce qui sort de son champ de vision. Et c'est là où intervient la foi. La foi, c'est simplement croire sans voir. Vous voyez ? La foi, c'est quand on croit en quelque chose sans l'avoir vu avec nos perceptions physiques. Vous voyez ? Et donc avoir foi en quelque chose, c'est le premier pas vers l'ouverture sur d'autres réalités. Donc venons-en justement à ces autres réalités. 7 explique, alors petit aparté, j'aime bien rebondir sur les commentaires que les gens me font, parce que ça me fait aussi beaucoup réfléchir. Et quelqu'un m'a dit, moi, je ne fais pas confiance au livre de 7 parce que 7, alors je suis désolée, je suis très mauvaise en histoire, en mythologie et compagnie. 7, visiblement, dans une certaine mythologie égyptienne, peut-être, je crois que c'est ça que le monsieur m'a dit, ce serait Satan en fait. Ce serait le dieu de la distorsion, le dieu de la confusion, le dieu de, bon bref, tout ce qui est négatif quoi. Donc au final, ce serait Satan. Alors attention, moi je me méfie des livres de 7. Ok ? Je ne vais pas essayer de convaincre ce monsieur, il a sa vision de 7, très bien. Mais quand j'ai commencé, donc ça c'était avant que je commence tout juste à lire 7, eh bien j'ai compris pourquoi on avait qualifié 7 de Satan, ou de Dieu de la distorsion, ou de la confusion, de tout ça. Parce qu'effectivement, un esprit qui n'est pas assez ouvert pour accueillir cet enseignement va être complètement mis sans dessus-dessous. C'est des concepts tellement inhabituels et à des années-lumière de ce qu'on nous apprend ici sur Terre. Il y en a pour certains qui n'auront même jamais imaginé ça possible. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, en fait. Vous voyez ? C'est pas parce que ça vous paraît impossible que ça l'est. Ça vous paraît impossible seulement selon vos critères de structure psychique intérieure. Vous voyez ? Donc j'ai compris pourquoi nos ancêtres dans l'Antiquité avaient donc défini Seth comme un dieu de la confusion. Ça ne fait selon moi pas de lui Satan. Oui. Mais libre à chacun de juger. Voilà, vous pourrez très bien les livres de Seth si vous le voulez. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est si on arrêtait de s'alimenter, se réalimenter, transmettre, retransmettre sans arrêt les mêmes histoires que nos ancêtres nous racontent depuis des millénaires. Si on arrêtait tout simplement en fait de croire en ce qu'on nous raconte et tout simplement faire l'expérience, revisiter, prendre le temps de se faire sa propre idée en fait, tout simplement des différents personnages qui peuvent être nous présentés dans la vie. Et donc moi, c'est ce choix que j'ai fait. Seth, je ne savais pas du tout qui c'était. Et malgré les avertissements de cette personne, je me suis dit, moi, je ne crois pas, je n'ai pas envie de croire en des histoires toutes faites, racontées depuis des millénaires. J'ai envie de me faire ma propre idée de ce personnage. Donc je vais tout simplement aller à la source et lire son livre. Donc, ce que Seth nous explique, et qui remet en question, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant d'ailleurs, ce que Seth nous explique quelque chose de très intéressant à propos de l'âme. Alors certains savent peut-être déjà que nous avons une âme individuelle et que nous avons aussi ce qu'on appelle une âme collective. Une âme collective,
Alors, je me reformule. Nous avons une âme individuelle. Peut-être que certains font la confusion aussi, parce que ce n'est pas forcément évident. Nous avons une âme individuelle, c'est-à-dire notre moi supérieur, on va dire. Notre âme, c'est quelque chose qui est plus grand que nous et qui a fait le choix de s'incarner. C'est notre être multidimensionnel, notre être supérieur, on va dire, dans la connaissance, qui a fait le choix de s'incarner dans un corps physique pour faire l'expérience de ce qu'elle sait déjà. Il y a aussi ce qu'on appelle une conscience collective, qui n'est pas pareil que l'âme collective. C'est-à-dire que sur Terre, nous, individuellement, nous avons une âme, une conscience, et donc chacun a son âme, et sur la planète, chacun a son âme et sa conscience. L'âme, on va dire que c'est un super ordinateur, et la conscience, c'est la manière dont l'âme est consciente d'elle, la manière dont l'âme se souvient qu'elle existe, sait qu'elle existe. Vous voyez ? Bon, il faudra qu'on revienne sur ces termes si ce n'est pas très clair. Et au niveau planétaire, pour parler que de notre planète, il y a donc une conscience collective, c'est-à-dire la conscience cumulée de tout le monde, voilà, de tous les habitants, de tous les animaux, voilà, de tout le monde. Enfin, là, on va plutôt parler de notre race humaine, espèce humaine. Et c'est cette somme de conscience qui crée la conscience collective. Donc chacun à notre niveau, par la conscience, nous créons notre propre réalité, et les consciences cumulées créent la conscience collective qui crée la réalité collective, le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit avec ses lois, ses règles, tout ça. Mais, donc ça je ne vais pas plus développer, ce qui est intéressant ici de savoir, c'est qu'il y a une âme collective, différente de la conscience. Il y a une âme collective. Et ça, je sais que c'est enseigné dans certaines cultures, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour beaucoup, c'est que notre âme, nous ne sommes pas la seule conscience reliée à notre âme. Il y a ce que Seth appelle une multitude d'associés qui sont des consciences reliées à l'âme. C'est comme si par exemple il y avait un vaisseau mère, voilà, un vaisseau spatial mère. Voilà, un vaisseau spatial mère, c'est un vaisseau spatial immense, qui peut faire des kilomètres de diamètre. Et de ce vaisseau mère sont envoyés des petits vaisseaux, voilà, pour explorer l'univers. Eh bien, imaginez que c'est exactement la même situation avec l'âme. L'âme, il y a l'âme mère, et cette âme mère envoie dans tout l'univers des consciences pour qu'elles s'incarnent dans ces mondes, pour faire l'expérience de ce qu'elle aura prévu d'expérimenter, et renvoie au fur et à mesure les informations, les résultats de l'expérience à l'âme mère, pour qu'elle puisse grandir en sagesse, et de ce même fait, renvoyer les infos, la sagesse gagnée, à toutes les autres consciences qui auront été envoyées dans l'univers, pour expérimenter ce qu'elles savent déjà. Je voudrais juste préciser quelque chose. Quand je dis que l'âme veut faire l'expérience de ce qu'elle sait déjà, c'est un terme assez important à clarifier. C'est qu'au niveau de l'âme, quand nous sommes désincarnés et que nous retournons à l'âme, dans le vaisseau mère, nous savons absolument tout ce qu'il y a à savoir. Nous répondons à toutes l'âme a la réponse à toutes les questions possibles et imaginables, sait comment fonctionne l'univers, connaît l'infinité, connaissance de ce qu'on appelle l'univers. Elle sait absolument tout ce qui est. Mais le but de l'âme, c'est qu'elle veut expérimenter tout ce qu'elle sait. Et c'est donc pour ça qu'elle envoie des consciences à travers l'univers pour faire l'expérience de ce qu'elle sait déjà, pour gagner en
en densité, vous voyez. On peut savoir ce que c'est de prendre l'avion. On sait ce que c'est que de prendre l'avion. L'avion atterrit, on monte dedans, on monte les escaliers, on pose son bagage, on s'assoit. Ding ding, il y a des petites infos, nanana. On décolle, on voit les nuages, et puis on nous sert à manger pendant le vol, et puis on réatterrit, on récupère son bagage, on rentre chez soi. On sait ce que c'est que prendre l'avion. Par contre, ça prend une autre dimension quand on prend l'avion pour de vrai et qu'on ressent toutes les sensations qu'il y a à sentir, le bourdonnement dans les oreilles, la pression atmosphérique, il y en a qui peuvent se sentir mal, qui peuvent avoir peur, d'autres qui peuvent se sentir un peu flottés, qui peuvent... Voilà, vous voyez ? Toute cette succession d'expériences qui se fait quand on prend l'avion, ça donne une toute autre dimension à la connaissance « je prends l'avion ». C'est un exemple caricaturé très simple pour que vous compreniez. Eh bien, l'âme, elle sait absolument tout. Mais pour gagner en densité et en matière, voilà, en sagesse, eh bien, elle a besoin de faire l'expérience de tout ce qu'elle sait. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple de moi, je suis donc une conscience qui a été envoyée par mon âme pour faire l'expérience de certaines choses qui doivent être expérimentées. Et au fur et à mesure que je vis mes expériences, en suivant mon intuition, j'y reviendrai, les résultats de mes expériences, de mes ressentis en fonction de ce que je fais, sont renvoyés à l'âme mère, au vaisseau mère, à l'âme, pour qu'elle gagne en connaissance et que instantanément, elle informe toutes les autres consciences qui ont été envoyées dans l'univers de cette expérience. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient, d'accord ? Donc même moi, je reçois, même vous recevez, toutes les secondes, si on peut compter le temps, toutes les secondes, dans votre inconscient, des informations de vos associés, enfin des informations de votre âme, qui vous sont envoyées tout le temps, en fait pratiquement tout le temps, et ces informations proviennent en fait, pour la plupart, de vos associés, de vos consciences associées, qui sont en train de vivre des vies parallèles, en même temps que vous, et qui eux aussi font des expériences, et qui envoient inconsciemment des rapports à l'âme. Je trouve ça absolument fascinant parce qu'en même temps que je lis je me rends compte que je le savais déjà. Pas pour me faire mousser, mais parce que ce sont en fait des choses, on est en train de discuter d'un exemple, mais au fur et à mesure que je lis Seth, je me rends compte que Seth me raconte des choses que je me racontais déjà à moi-même quand j'étais ado, gosse. Et c'est là où je me dis qu'en fait, tout ça, je le sais déjà, de la même manière que vous le savez déjà aussi pour la plupart. Et donc peut-être qu'en lisant 7, vous allez vous dire, vous allez l'intégrer très facilement tout ce que vous allez lire. Pas parce que vous êtes un super génie, non. Tout simplement parce que tout ça, vous l'avez déjà activé en vous. Vous avez déjà cette connaissance en vous. Mais non seulement vous l'avez déjà, parce que tout le monde a cette connaissance en soi, mais par contre tout le monde ne l'a pas expérimenté encore, cette connaissance. Si quand vous lisez 7, vous l'intégrez très facilement, parce que c'est pas facile à lire, vous l'intégrez très facilement et ça vous semble très familier, c'est simplement parce que vous avez déjà réactivé ces mémoires dans d'autres vies. Vous voyez, donc c'est juste une mise à jour, on va dire. Si pour d'autres c'est une découverte totale, et que c'est des concepts que vous avez encore du mal à capter, soit ça veut dire que ce sont des choses que vous réactivez tout juste, que vous activez pour la première fois dans cette vie, parce que cette connaissance vous l'avez quand même en vous, hein, mais c'est la première fois que vous activez ça en tant qu'être incarné, et donc là c'est fantastique. Soit ça ne vous parle pas du tout, et vous trouvez ça trop chelou. Ça veut soit dire que vous n'êtes pas prêt à entendre, vous n'avez pas encore assez ouvert votre esprit pour pouvoir accueillir ces informations,
mais ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas déjà activées dans d'autres vies, vous voyez. C'est qu'à un moment donné, moi on m'aurait raconté ça peut-être il y a 5-6 ans, peut-être j'aurais pas été prête à capter tout ça, vous voyez. Donc j'en viens aussi là pour vous dire que ce n'est pas... on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'immensité de la sagesse de l'autre tant que lui-même ne s'y est pas reconnecté. Ce n'est pas parce qu'en face vous avez quelqu'un de complètement puéril ou qui vous semble complètement 3D ou endormi, vous voyez, que effectivement il n'a pas eu beaucoup de vie ou qu'il n'a pas beaucoup de sagesse. Souvent on l'entend ça en ce moment, oh bah tous ces endormis, ou lui il est carrément endormi, on voit que c'est une jeune âme. Ça c'est carrément faux, archi faux, voyez. Parce que si cette personne, elle est encore endormie, soit c'est parce qu'effectivement c'est son chemin et c'est une jeune âme, c'est possible aussi, soit c'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée au stade du réveil, pas de l'éveil, du réveil. Voyez. Et autant cette âme endormie, ultra 3D, picousée et compagnie, autant elle va se réveiller dans un mois, ou dans un an, ou dans 6 ans, et en fait, ce sera un être d'une profonde sagesse qui a déjà eu beaucoup plus de vie que vous, si on peut comparer, vous voyez ? C'est juste qu'avant de se réveiller, cette personne avait besoin, cette conscience avait besoin de vivre certaines choses, parce qu'elle avait prévu de les vivre, et ensuite, une fois qu'elle se réveille, si elle se réveille, et bien là, elle peut vivre ce qu'elle a à vivre réveillée. Donc c'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'on se surprend parfois à juger les uns les autres, lui il est endormi, lui il n'est pas endormi, tout ça. Mais en fait, on n'en sait strictement rien, on ne peut pas se fier aux apparences. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une erreur, et quand on l'a fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, un jour la vie nous montre à quel point on s'est trompé. Mais c'est pas grave, ça faisait aussi partie de l'expérience. Et un jour, vous finissez par comprendre que on ne peut pas, je sais plus ce que c'est la phrase, mais on ne peut pas juger quelqu'un à ses habits, ou je sais plus ce que c'est la phrase. Bon. Bon, certains vont la retrouver. Voilà, petite parenthèse. Donc, pour cette histoire d'âme, je trouve ça absolument fascinant. Parce que Seth va plus loin, et il explique qu'en fait, il nous explique ça, Seth, pour nous expliquer qu'en fait, notre multidimensionnalité. Et c'est là que c'est intéressant parce que on entend dire partout, nous sommes des êtres multidimensionnels, connecte-toi à ta multidimensionnalité. Bon, je suis un peu moqueuse en parlant, c'est juste parce que j'aime bien faire ça. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça veut dire la multidimensionnalité ? C'est quoi en fait être un être multidimensionnel ? Pour moi, c'est ça. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc c'est Seth, merci Seth, qui, en nous expliquant cette histoire d'âme avec ses consciences envoyées à travers l'univers pour enrichir l'âme, et ce concept d'associé, nous sommes tous reliés à une âme et nous avons tous des consciences associées qui sont incarnées en même temps que nous à divers endroits de l'univers ou même d'autres univers, qui nous a expliqué en fait comment lui fonctionnait, quelle était sa réalité et comment était la nôtre en fait aussi, sauf qu'on ne s'en rendait pas compte. Il nous explique bien que nous sommes en fait exactement comme lui. Donc lui, il explique ce principe-là d'âme, d'associé. Il nous explique que lui, ça fait longtemps qu'il a dépassé le stade d'incarnation physique. Dans le stade d'évolution dans lequel est son âme, enfin en tout cas, non, lui en tant que conscience, en fait il ne le précise pas, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son âme qui a dépassé le niveau de physicalité ou si c'est lui en tant que conscience qui a dépassé le stade d'incarnation physique. Parce que je pense qu'une âme peut avoir des consciences élevées de différentes manières. Vous voyez, c'est ça surtout, voilà, c'est ça. Au sein d'une même âme, il peut y avoir des consciences qui débutent parce que l'âme a décidé de créer une nouvelle conscience pour recommencer au bas de la pyramide, on va dire, recommencer à zéro et grimper comme ça, sur l'échelle de l'évolution.
Donc oui, il peut y avoir plusieurs niveaux de conscience au sein d'une même âme. Et il nous explique qu'elle est là, la multidimensionnalité de l'être. Enfin, c'est qu'une ouverture, là. Après, il y en a plein d'autres. On va en discuter de certaines. Il nous explique que nous sommes multidimensionnels et que quand nous avons atteint un certain niveau de conscience, c'est-à-dire une certaine manière, une certaine capacité à voir le monde, une certaine manière de voir le monde, une certaine conscience en fait. La conscience, l'ouverture de conscience, c'est plus vous avez l'esprit ouvert, plus vous avez votre conscience qui est ouverte, plus vous êtes capable d'accepter la multidimensionnalité de la réalité, l'infinie création dans la réalité. Voyez ? Et donc Sect nous explique qu'il s'est reconnecté en tant que conscience, il a plusieurs milliards d'années, 7, puisque il était là bien avant, sa conscience était là bien avant la création de la planète Terre. Voyez ? Donc c'est une conscience qui a des milliards d'années, peut-être même plus en fait, j'en sais rien, puisqu'il a simplement dit qu'il était là avant la création de la Terre. Mais une conscience, pas une âme, une conscience qui a plusieurs milliards d'années, donc imaginez le nombre de vies. Et il nous explique qu'il a eu maintes incarnations dans le monde physique avant de pouvoir dépasser ce stade de la physicalité. Et il nous explique que ce stade de la physicalité, de l'incarnation physique, est indispensable avant de pouvoir atteindre l'étape suivante. Parce que dans un monde de réalité physique, dans lequel une réalité physique c'est quoi ? Parce que notre réalité physique, elle est définie selon des règles propres à notre planète et la réalité physique peut être régie avec d'autres lois qui nous sont inconnues pour nous, puisque pour nous la réalité physique c'est ça, et on a du mal à imaginer que la réalité physique puisse être autrement. Mais il y a plusieurs dimension à la physicalité en fait. Il y a plusieurs manières de s'incarner dans le physique. Voyez ? Bon, c'est un autre sujet. Il nous explique qu'il a eu maintes vies physiques. Pourquoi ? Parce que dans le monde physique, il y a un temps plus ou moins long entre le désir de création et la matérialisation. Vous savez que nous sommes créateurs à chaque instant grâce à notre pensée. Notre pensée est créatrice, que vous le vouliez ou non. Notre pensée, votre pensée est créatrice à chaque instant. Dieu, l'univers, qui vous voulez, la source, qui vous voulez, nous a donné un outil absolument incroyable de puissance. La formule, c'est pensée plus émotion égale création. Ça, c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça. Enfin, c'est la première fois sur cette vidéo que je vais dire ça, mais je vais oser le dire. C'est une vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est une vérité. Je ne vous demande pas pour autant d'y croire. Mais c'est une vérité qui peut être expérimentée par tout le monde. Et que d'ailleurs tout le monde expérimente sans s'en rendre compte. Peu importe, que ce soit ma vérité ou une vérité. Pensée plus émotion égale création. Sans vous en rendre compte, vous créez votre réalité avec cette formule. À chaque pensée que vous avez est associée une émotion. Et c'est ce complexe-là, cette somme-là, qui crée votre réalité. Vous pourrez le vérifier, si vous vous observez, vous pourrez le vérifier. Constatez votre réalité aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle ne vous plaît pas, est-ce qu'elle vous convient ou pas ? Ça, c'est votre vision sur l'extérieur.
Et maintenant, explorez votre réalité intérieure. Quelles sont vos pensées et quelles sont vos émotions les plus courantes? Est-ce que vous êtes de manière générale dans des pensées assez négatives et des émotions assez négatives? Vous constaterez factuellement que votre réalité est ainsi négative. Tout ce qui vous est présenté est négatif. Si vous êtes plutôt dans des pensées plus élevées, plus positives et des émotions positives, vous constaterez que votre réalité l'est tout autant. Vous testerez. Et donc, Seth nous explique que nous avons besoin de beaucoup de vies incarnées dans le physique pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que dans le physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps plus ou moins long entre la pensée, le désir de création en tout cas, conscient ou inconscient, et la création, la matérialisation dans le monde physique. Et si on part du principe que la pensée plus émotion est création, fait la création, vous êtes d'accord avec moi que avant de pouvoir... parce qu'en fait, et donc en fait, Seth nous explique qu'il faut beaucoup de vie dans le monde physique pour pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est dans laquelle lui il est, c'est, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça d'ailleurs, c'est que la prochaine étape en fait, c'est le fait de devenir un être non physique, de ne pas avoir de corps physique. Et dans cette dimension-là, dans cette réalité-là, nos pensées, le couple pensée-émotion, se matérialise instantanément. C'est-à-dire que si vous pensez à un cochon rose, je voulais dire un éléphant rose, il se matérialise devant vous instantanément. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique sa vie en fait. Mais ça, je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, quoi qu'on verra après. Mais c'est fascinant, il nous explique en fait son quotidien. Quel est son mode de vie en fait dans cette réalité? Comment est-ce qu'on vit dans cette vie, dans cette réalité-là? Et il nous explique qu'en fait, toutes ces vies physiques que notre conscience vit successivement, expérimente, c'est pour qu'on s'entraîne à maîtriser, c'est pas le terme, mais à comprendre les mécanismes de la pensée et des émotions pour arriver à un stade où on est réconcilié avec nos pensées, nos émotions et où on est maître en fait. Maître pas dans le sens tyran, maître dans le sens réconcilié, maître dans le sens unifié, équilibré, voyez, où on est capable de choisir en fait, voilà, de choisir véritablement nos pensées et nos émotions. Parce que le but, l'étape d'après, parce qu'après il y en a plein d'autres, dont il n'est pas capable de nous parler, enfin de quoi pour l'instant, il nous a dit qu'il explique qu'il connaît d'autres systèmes de réalité, même s'il ne les a pas forcément vécus encore, mais il nous explique que tout ce processus d'éducation, là, d'enseignement, de ces vies physiques, c'est pour que notre conscience s'entraîne à jouer, à pouvoir choisir ses pensées et ses émotions. Parce que l'étape suivante, c'est créer sa réalité instantanément en fonction des pensées et des émotions. Et donc, ça explique pourquoi on vit tout ce qu'on vit. Ça explique pourquoi ces vies physiques sont parfois difficiles, parce que
quand on n'arrive pas à être un minimum maître de ses émotions et de ses pensées, ça devient vite le chaos. Et on peut constater que, bizarrement, quand quelqu'un a des pensées et des émotions négatives, sa vie l'est tout autant. Ou en tout cas, la manière dont il perçoit sa vie l'est tout autant. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très mal et qui pourtant ont d'apparence une vie, une réalité physique, des conditions de vie tout à fait bonnes. Mais malgré tout, de son point de vue, cette personne vous dira toujours qu'il lui manque ci ou ça, ou que c'est pas comme elle voudrait, ou que ci ou que ça. Voyez ? Donc il y a aussi une différence en fait de point de vue entre chaque conscience. Voyez, une même conscience ne percevra pas la réalité des uns et des autres de la même manière que ces uns ou autres. Voyez ? Donc voilà, 7 nous explique ça pour nous expliquer, en fait, au final, ce qui nous attend dans l'étape d'après. Alors quand je dis l'étape d'après, vous emballez pas, c'est pas la semaine prochaine. Hein. L'étape d'après, c'est dans peut-être des milliards d'années pour votre conscience, vous voyez. Mais en fait, il nous explique tout ça pour qu'on arrive à capter cette multidimensionnalité de notre être. Alors, ce que je vous expliquais sur l'expérience des vies physiques, là on ne parle pas vraiment de multidimensionnalité. La multidimensionnalité, elle est dans cette histoire d'âme avec les consciences associées. Vous êtes une conscience parmi tous ces associés. Et ce qu'il nous explique, en plus, dans cette histoire de multidimensionnalité, c'est qu'en fait, à son niveau, lui, là où il est multidimensionnel dans le sens où il peut être partout à la fois. Et pourquoi est-ce qu'il peut être partout à la fois ? Parce qu'il explique que sa structure psychique à lui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas comprendre comment c'est possible d'être partout à la fois. À la limite, on peut faire la vaisselle, chanter, regarder la télé, on peut faire 3 choses en même temps, d'accord ? Et pour autant, on est quand même toujours au même endroit. Lui, il peut être, un être tel que lui, peut être à différents endroits en même temps. Comment est-ce que cela est possible ? Parce que lui ne voit pas, n'a pas de structure, sa structure psychique n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il n'y a pas de je suis là, puis après je suis là, puis après je reviens là. Ça, c'est possible que dans le physique. Mais comme lui, il a dépassé ce stade physique, il explique que lui, il peut être, nous sommes tous potentiellement, il peut être multidimensionnel parce qu'il a une structure psychique par association. Alors, je tiens à préciser, je trouve ça absolument dingue, que depuis tout à l'heure, je ne me souvenais pas le terme par association, structure psychique par association. Et j'ai demandé à Seth, s'il te plaît, rappelle-moi les deux structures linéaires et l'autre c'est quoi déjà parce que je ne m'en souviens plus. Et c'est dingue parce que à chaque fois que je lis le livre de Seth ou Ra, je vous expliquerai après autre chose sur Ra, en fait je demande à me connecter à l'énergie de Seth et je demande à ce que ce soit lui-même qui me raconte son livre quand je lis. Vous voyez ? Je connecte mon énergie à lui pour qu'il m'aide à intégrer tout ce que je lis. Et donc là, avant de faire cette vidéo, je lui ai dit que j'allais parler de lui et de ses enseignements. Et une succession de synchronicités et de miroirs m'a confirmé qu'effectivement, c'était une bonne idée. Et donc j'ai dit, ok mon gars, mais il faut que tu m'aides parce que je viens tout juste de lire certains chapitres, donc c'est pas encore intégré. Il m'a dit, si, c'est intégré. Enfin, il m'a dit, j'ai senti, il m'a dit, si, c'est intégré, vas-y, je t'aiderai. Bon ben voilà, là une preuve flagrante, enfin en tout cas pour moi, parce que je peux pas vous le prouver, mais une preuve flagrante qu'en fait il est bien là avec moi et qui m'aide
C'est pour ça que des fois je suis un peu longue à formuler. Il m'aide à formuler ces enseignements. Ce n'est pas les miens, c'est bien les siens. Donc lui ne fonctionne pas, n'a pas une structure psychique linéaire, mais associative, par association. Et donc il explique que ce qui fait la multidimensionnalité, c'est justement cette structure psychique par association. C'est-à-dire que nous, alors, lui, quand il pense à ce que nous appelons un souvenir, ce n'est pas un souvenir, c'est-à-dire c'est passé, ça n'existe plus. Pour lui, c'est une porte d'entrée vers une réalité qui ouvre une arborescence en fait. Et donc, quand il rentre dans un souvenir en fait, ce que nous on appelle un souvenir, qui lui n'en est pas un, il est automatiquement connecté à toutes les réalités rattachées à ce souvenir. Et donc sa conscience est projetée par association dans toutes les réalités périphériques à ce souvenir, que nous on appelle souvenir. Qui, je le rappelle, pour lui est une porte d'entrée vers une réalité. Vous comprenez ? Mais nous on considère que ce qui est passé, n'existe plus, et que donc quand on a un souvenir, c'est juste une image mentale dans notre mental, et on peut uniquement s'en souvenir. Voilà, c'est tout. Et donc comme ça, on a une succession, tout ce qui nous arrive finit par être une succession de souvenirs. Eh bien pour lui, pour un être qui s'est reconnecté à sa multidimensionnalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez ? Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que nous vivons, nous, est faux. C'est juste une structure psychique. Si l'évolution nous fera changer notre structure psychique dans une structure similaire à la sienne, puis une autre, 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 qui nous ouvrira toujours plus à d'autres perceptions, d'autres possibilités de rentrer dans de nouvelles réalités ou de concevoir des réalités. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là. Mais si vous y êtes arrivé, vous devez être, je pense, aussi fasciné que moi. Parce que il nous explique donc ça pour nous aider en fait à nous reconnecter à cette multidimensionnalité. Il sait que notre mental a besoin de comprendre. Et donc, là, il donne à bouffer à notre mental. Pour qu'il puisse mettre des mots, mettre des concepts sur ce qui est en fait inconceptualisable. Parce que là, il nous transmet ça avec des mots et des concepts, mais il nous explique que c'est vulgarisé en fait. Qu'en fait, c'est beaucoup plus profond et complexe que ça, mais le fait même d'utiliser des mots pour décrire la magie de l'univers le limite profondément. Mais c'est pas grave, c'est une étape. Vous voyez, on est bien obligé d'avancer avec des concepts qu'on est capable de digérer, vous voyez. Et c'est là où que c'est intéressant, c'est de bien comprendre qu'en essayant d'expliquer quelque chose avec des mots ou des concepts, on le limite considérablement. Mais que c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. C'est comme si par exemple vous essayiez d'expliquer
à votre... vous essayez d'apprendre à votre enfant à compter. Votre enfant, il a 5 ans, il commence à peine à compter sur ses doigts. Et donc, vous essayez de lui apprendre les mathématiques. Donc, vous lui expliquez que les mathématiques, c'est quoi? C'est quoi les mathématiques, maman? Ben, les mathématiques, c'est compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, les mathématiques. Les mathématiques, c'est 2 plus 2. Ça fait 4. Les mathématiques, c'est 10 divisé par 2. Ça fait 5. C'est ça, les mathématiques. Vous voyez? Mais en fait, les mathématiques, c'est pas que ça. Vous êtes d'accord? Les mathématiques, c'est des concepts... je ne suis pas mathématicienne, je ne pourrais pas vous parler de maths comme un vrai mathématicien, mais c'est des concepts tellement plus grands. Et encore, nos scientifiques, ils connaissent une poussière d'étoiles au sein de cette connaissance mathématique. Voyez? Donc c'est pour vous expliquer en fait ce que Seth et les autres enseignants non physiques essaient de nous transmettre. C'est que, en même temps qu'ils nous essaient de nous expliquer quelque chose d'inexplicable, ils veulent qu'on comprenne que c'est pas parce qu'ils nous expliquent ça qu'il y a uniquement ça. Non, ce ça qu'on nous explique, c'est juste un grain de sable sur l'immensité, sur l'immense plage de la connaissance. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que vous allez comprendre ça d'une certaine chose. Et vous allez le prendre comme vrai un certain temps. Et un jour, un autre grain de sable va venir se greffer à cette connaissance que vous avez. Mais du coup, ces 2 grains de sable vous donnent une vision de cette même chose tout à fait différente. Et c'est pour ça que pour certains, ils auront l'impression que vous changez d'avis ou que vous voyez pas les choses ou que vous changez d'avis en fait ou que vous vous êtes trompé. Non. Vous vous êtes pas trompé, on ne s'est pas trompé. C'est juste que, comme personnellement je ne m'attache à aucune vérité, je prends les vérités sur mon dos un certain temps, je m'en sers, et le jour où je sens que ça cloche, je cherche à approfondir. C'est que ça veut dire que c'est le moment d'approfondir cette vérité. Et donc, cette vérité est complétée par une autre vérité annexe, qui fait une nouvelle vérité. Et donc, c'est là où on voit l'infinité, la profondeur de la vérité. Donc, si vous vous enfermez dans une vérité et que dès que cette vérité commence à clocher, vous avez peur d'en sortir parce que vous avez peur de vous être trompé, vous vous enfermez. Peu importe que les autres vous disent « Ah ben tiens, visiblement tu t'es trompé parce qu'avant tu disais pas ça ». Vous ne pouvez pas vous justifier. Mais vous savez que votre vérité a changé parce que vous avez reçu des nouvelles données. Voyez ? Vous êtes allé plus profond dans cette vérité, dans ce thème de vérité. Voyez ? Et donc ça me semblait important de le rappeler. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses. Je remercie Seth pour son aide. Je pense que cette vidéo, vous pourrez la voir une deuxième fois. Parce que je me souviens même pas de tout ce que je vous ai raconté, franchement. Il faudrait que je la revisionne aussi. Mais je me souviens simplement que je vous ai parlé, voilà, donc de cette âme avec plusieurs consciences. Vous êtes une conscience au sein de cette association de conscience reliée à la même âme. Et donc là, je me dis finalement, quand on parle de la source, est-ce qu'on ne parlerait pas de l'âme en fait ? Retour à la source. Retour à la source, ce serait retour au vaisseau mère. Sachant que chaque conscience est reliée à un vaisseau mère différent. Mais sachant qu'aussi, c'est vrai que des fois, on dit aussi, on est la même famille d'âmes. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ça aussi, on est la même famille d'âmes ? Je me suis toujours demandé. Et bien là, avec les concepts de Seth, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. On est de la même famille d'âmes, c'est-à-dire qu'on se reconnaît parce nos consciences font partie de la même âme, du même vaisseau mère. Vous voyez ? Et ça, je trouve ça dingue. C'est pour ça que quand je vous disais,
que ces livres, en tout cas que le livre de Seth, est une mine d'or quand vous êtes prêt à le lire. C'est une mine d'or en termes de réponses aux questions existentielles. C'est qu'en fait, on utilise des termes à tire-larigot, des termes spirituels à tire-larigot, sans vraiment savoir de quoi on parle. Et là, pour la première fois de ma vie, enfin, sachant que ça fait que 3 ans que je suis 2 ans et demi que je suis dans la spiritualité, mais en 2 ans et demi, c'est la première fois que j'ai des réponses concrètes à ces questions existentielles, à ces termes assez vaporeux qui ne veulent en soi rien dire. Vous voyez ? Ça dingue. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre cette notion de multidimensionnalité. Parce qu'en fait, en soi, personnellement, ça a ouvert une porte chez moi assez dingue. Parce que ce que je prenais pour des rêves, ce que je prenais pour de l'imagination, en fait, c'est simplement des portes vers les autres réalités, vers mes autres réalités. Oui, si, j'ai pas fini. Je voulais quand même vous expliquer cette histoire de vie antérieure aussi. Vous savez, si on parle de passé, présent, futur, il nous explique qu'en fait, ce qu'on appelle vie antérieure ou vie future, ce ne sont des vies antérieures ou des vies futures uniquement parce qu'on utilise notre structure psychique linéaire qui crée un passé, un présent, un futur. Mais que dès qu'on commence à modifier sa structure psychique pour la passer en structure associative, par association, on se rend compte que nos vies passées et nos vies futures se déroulent en même temps que notre présent. Autrement dit, si vous connaissez vos vies antérieures ou certaines de vos vies antérieures, en fait, ces vies-là se déroulent exactement en même temps que votre vie actuelle. Et que donc vous pouvez, si vous avez la structure psychique appropriée, projeter votre conscience dans ces réalités et être tout à fait conscient, comme vous l'êtes maintenant, dans ces autres réalités à votre bon vouloir, en fait. En tout cas, c'est ce que Seth sait faire et qui nous explique assez simplement, je trouve, dans ses livres. Donc quand par exemple on fait des hypnoses régressives, c'est nous projetons notre conscience en fait. Nous avons l'impression que ces vies antérieures se présentent à nous ou que des souvenirs remontent. Non, en fait, notre conscience est d'une certaine manière projetée dans ces réalités-là. Et donc, il y a certains qui ont vraiment l'impression de vivre ces réalités. Il y en a, c'est assez flou. Moi, quand je fais les hypnoses régressives, c'est comme des sortes de rêves, en fait, vous voyez, des sortes de... Mais il y en a qui les vivent vraiment intensément. Et bien là, c'est que ces gens-là ont réussi, en fait, à projeter leur conscience et dans ces réalités-là, qui ne sont pas passées. Elles ne sont pas plus passées que le passé. Elles sont réelles, elles se déroulent en même temps, mais dans une autre réalité, dans une autre dimension, on peut dire, je ne sais pas, vous voyez, dans une autre temporalité, une autre, non, dimension, tout simplement. Donc, quand on commence quand c'est la première fois qu'on entend ce genre de choses, on a beaucoup de mal. Surtout si on n'a pas déjà médité sur la signification du temps et de l'espace. Vous voyez, c'est des concepts qu'on ne peut pas digérer si on n'a pas déjà fait un travail en amont de questionnement, on va dire, plus existentiel ou philosophique. Vous voyez. Bon.
On a dit beaucoup de choses. J'espère en tout cas avoir pu vous aider à y voir un peu plus clair sur cette notion de multidimensionnalité. Je ne sais pas si ça a toujours été très clair. En tout cas, j'ai essayé de faire au plus clair possible, sachant que vous savez que voilà, moi je vais continuer en tout cas de m'informer encore et encore et de me reconnecter à beaucoup de choses. Et donc mon discours sera de plus en plus fluide au fur et à mesure que j'aurai intégré ces infos. Mais vous savez, maintenant voilà, vous commencez à me connaître, j'attends pas de maîtriser quelque chose parfaitement avant de le transmettre. En fait, je vous transmets en même temps que je digère. Vous voyez, je trouve ça beaucoup plus authentique parce que ça, je vous montre en fait que je vis les choses en même temps que vous voyez, que je ne suis pas mieux que vous, que je ne suis pas supérieure à vous. J'ai vraiment envie de transmettre ça dans le sens où je suis comme vous, une chercheuse de vérité, et je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai plus peur en tout cas de me tromper, parce que j'ai compris que se tromper, c'était une manière de grandir, c'était une manière d'ajuster sa vision pour l'enrichir. Vous voyez ? Donc, pardonnez-moi si effectivement je ne suis pas toujours claire, si je bafouille, si je fais des lapsus, parce qu'on m'a dit aussi « Ah là là, lapsus révélateur, nanani nanana ». Oui, effectivement, j'ai fait un lapsus, pour ceux qui ne l'avaient pas capté, parce que moi-même je ne l'ai pas capté en revisionnant ma vidéo. À un moment donné, j'ai dit que je voulais... que je faisais je sais plus quoi parce que je voulais rendre les gens autonomes. Mais en fait, j'ai dit que je ne voulais pas rendre les gens autonomes. J'ai dit ça. Donc, il y en a qui ont sauté sur l'occasion pour me dire lapsus révélateur. Alors peut-être que c'était sur le ton de l'humour, hein. Mais il y en a 2-3 qui étaient accusateurs, en fait, tu veux nous rendre dépendants, nani nana. Bon, ok, bon. Pour vous dire donc voilà que je suis une humaine incarnée comme vous, hein, peu importe d'où je viens, si je suis terrienne ou pas, on s'en fout. Je suis humaine comme vous, donc comme je n'attends pas d'être parfaite pour partager avec vous ce que je sais, eh bien vous aurez l'occasion de voir moult erreurs, moult fautes de vocabulaire, mais voilà, libre à vous de m'en tenir rigueur ou pas. En tout cas, sachez que j'aime toujours beaucoup lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ils me font à chaque fois grandir. Donc merci infiniment à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une chaîne Odyssée. Donc c'est Amandine Lacoste. Hein. Donc sur Odyssée, ce qui est absolument génial, c'est que Odyssée est connectée à YouTube. Donc quand je publie une vidéo sur YouTube, elle est automatiquement publiée sur Odyssée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ma dernière vidéo où je parle du flash solaire, ma vidéo a été, censurée 1 heure ou 2 pour des vérifications complémentaires de YouTube. J'ai cru qu'elle avait été censurée pour de bon, c'est pour ça que j'ai dans la foulée de suite créé une chaîne Odyssée, parce que j'avais peur de perdre mon YouTube, parce qu'il y en a qui se font fermer leur YouTube carrément. Et comme moi, j'ai pas envie de me censurer ni dans les mots, que j'ai pas envie d'utiliser la langue des oiseaux comme ils disent, genre au lieu de dire Covid, vous dites coco, au lieu de dire vaccin, vous dites picouse, bon bref. Comme j'ai pas envie de torturer mon esprit avec ce langage-là, parce que ça me correspond pas du tout, et que je n'ai pas envie de me censurer, et que je pense être libre, je me considère libre à tous les niveaux, j'ai décidé que si YouTube décidait de me fermer ma chaîne ou quoi, eh bien de toute manière... j'irai sur Odyssée. Donc, je vous invite fortement à aller, même si vous n'avez pas Odyssée, je vous invite fortement à l'installer, c'est une application aussi, hein, et à vous abonner à ma chaîne au cas où un jour YouTube me dégage définitivement. Voilà, écoutez, moi je m'en remets à l'univers, si ça doit être ainsi, ça sera ainsi. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!